Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Nouveau Page Blanche. Ceci est le premier épisode d'un nouveau projet de podcast, donc bienvenue à vous si vous le découvrez. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Erwan et je serai votre hôte durant cet épisode ainsi que les suivants. Nouveau Page Blanche, ça s'écrit nouveau, suivi du signe supérieur ou égal, puis de page blanche, et c'est un podcast dans lequel j'accueille des invités pour parler de leur vie, de leur vision du monde et de leur parcours autour d'une discussion libre. Pour ce premier épisode, je reçois une amie à moi que vous avez peut-être sans doute déjà vue ou écoutée dans d'autres de mes projets podcasts ou vidéos. Il s'agit en effet de Hélène qui vit sur l'île de la Réunion. Et avec elle, on a parlé d'insularité, d'identité réunionnaise, de traduction, de regarder les autres droit dans les yeux et d'être aussi un ananas. Je vous laisse découvrir tout ça en podcast. Nouveau page blanche. Tu vis sur une île, tu vis à La Réunion. Comment ça se passe, une enfance sur une île? Du coup, c'est un territoire qui est assez restreint parce que on peut pas se dire ah bah tiens j'ai envie de partir en vacances à 200 km parce que 200 km c'est l'océan. Et enfin comment on vit ça? Enfin c'est assez différent parce que finalement bah tu es française donc La Réunion c'est un territoire qui est français. Mais pourtant tu as pas une relation à ton territoire qui est pareil qu'en métropole. Et comment tu vis ça quoi? Comment est-ce qu'on le vit en tant qu'enfant, adolescent, jeune adulte? C'est très particulier maintenant que tu le dis de cette manière-là, parce que c'est pas des choses auxquelles on pense constamment, parce que pour nous c'est vraiment notre quotidien, on est habitué depuis tout petit et pour nous c'est normal, tu vois, c'est notre normalité, on est sur une île, oui, on le sait, mais pour nous, bizarrement, on se sent toujours en France parce qu'on nous a toujours dit en fait depuis tout petit qu'on fait partie de la France, qu'on est français, donc pour nous il n'y a pas de raison de croire qu'on n'est pas en France, tu vois. Ouais. Et d'un autre côté, c'est vrai que par rapport à ce que tu disais sur les vacances, quand on est petit, surtout moi du coup, on voit beaucoup de gens en fait, d'autres enfants, d'autres camarades qui vont en vacances à Paris. Alors ça c'était vraiment à chaque vacances, tu voyais au moins la moitié de la classe qui avec leurs parents allaient faire un petit tour à Paris. Et ouais, mais sauf que c'est pas si proche que ça, tu vois. Donc ceux qui ont un peu moins d'argent, ils restent à La Réunion. Et c'est pour ça que, pour moi, en tout cas, la notion de vacances, comme on l'entend, ça comprenait vraiment prendre l'avion et aller en métropole. Ce que j'ai dû faire une fois dans mon enfance et pas non plus dans les conditions les plus... après, j'étais enfant, donc pour moi, c'était vraiment des vacances. Mais pour les adultes, on va dire que c'était un peu plus sérieux comme contexte. Parce que c'était quel contexte? Euh, Ma mère avait besoin d'aller voir des spécialistes médicaux là-bas. Ah ok. Et donc du coup, on est parti à Lyon. Et je me souviens que c'était vraiment l'expérience de mes 8 ans d'être montée dans l'avion, tu vois. Genre c'était waouh, je suis enfin dans l'avion où tout le monde parle et je pouvais pas arrêter de parler d'autre chose en fait. Les mois précédents, le voyage, j'étais en mode ouais, je vais en France en juillet, je vais en France en juillet. Et c'est très, ça devient très vite obsessionnel, tu vois. Après, j'imagine que c'est comme n'importe quel enfant quand il part en vacances. Et c'est sûr que maintenant, j'ai un rapport aux vacances beaucoup plus raisonné, c'est-à-dire que après, j'ai quand même vu que même si tu habites sur une île, finalement, c'est comme sur n'importe quel territoire assez étendu, parce que bon, c'est une île, mais elle est pas minuscule non plus. Et si t'as envie de partir en vacances, finalement, t'as juste à réserver quelques jours dans un hôtel, dans un endroit de l'île que tu connais pas, ou en tout cas pas tant que ça. Et puis tu vas y passer quelques jours et finalement, ça reste des vacances, tu vois. Ça, c'est un peu le concept de micro-aventure, où finalement on se rend compte que pour partir à l'aventure, il n'y a pas forcément besoin d'aller à 10 millions de kilomètres, quoi. Enfin, 10 millions de kilomètres, Exactement. tu atterris dans le soleil, mais, ouais, non, t'as pas besoin forcément de partir super loin pour pouvoir vivre l'aventure, et finalement,
tu peux l'avoir aux portes de chez toi. D'autant plus que c'est marrant, ce que tu dis, c'est que tu vis donc à La Réunion, donc tu vis sur une île que beaucoup de personnes en métropole diraient c'est une île paradisiaque, c'est là où on va passer nos vacances. Donc en fait, finalement, ton quotidien, toute l'année, en fait, tu vis sur un lieu qui est qualifié comme lieu de vacances par les métropolitains. Et tu vas en vacances, enfin en tout cas, même tes camarades de classe, tu disais, ils partent en vacances à Paris. Et bah, Paris, pour les Parisiens, bah, c'est la vie de tous les jours. On va pas à Paris en vacances, en fait, ça va pas. Et finalement, ils viennent à La Réunion et... Enfin, c'est ça qui est hyper étonnant, que j'avais envie de souligner. Mais c'est ça. Et là, je t'ai cité Paris parce que c'est l'exemple le plus courant, on va dire. Forcément, on est forcément obligé de passer par Paris pour aller à d'autres endroits de la France. Mais c'est vrai que je pouvais aussi entendre des enfants dire, oui, bah, pendant les vacances, je suis partie à Bordeaux ou à Toulouse. Et bah, pour quelqu'un qui vit à La Réunion, ça reste des endroits que t'as jamais vus, tu vois. Ouais. Donc, et ça reste quand même des noms de grandes villes que t'entends constamment à la télé. Et donc, tu vois ça quand même d'un œil assez admiratif, tu vois. Genre, ils sont partis si loin. Et d'un autre côté, c'est vrai que on s'habitue tellement au fait de vivre sur une île paradisiaque. Et je pense qu'on s'en rend compte une fois qu'on part, tu vois. Ouais. Moi, je sais que depuis que je suis revenue d'Erasmus, je me rends beaucoup plus compte, ou en tout cas beaucoup plus souvent, quotidiennement, on va dire, de l'environnement dans lequel je suis constamment, tu vois. Il y a vraiment... Parfois, je suis dans la voiture et je me dis, c'est incroyable parce que je vis là et j'ai passé des années à me dire que c'était normal, voire banal. Ouais. Et c'est fou parce que il y a des choses que tu n'arrêtes jamais d'admirer, en fait, même si tu as vécu ici toute ta vie. Par exemple, moi, il y a quelque chose que, peu importe si c'est le 100e trajet que j'ai fait sur cette route-là, et là, franchement, c'est un euphémisme, parce que c'est sûrement beaucoup plus que 100e, tu vois. Mais si la route est à côté de la mer, moi, je vais toujours tourner ma tête vers la mer, parce que c'est toujours beau, la mer, tu vois. Il y a quand même quelque chose qui, même si tu la vois tous les jours, t'auras toujours envie de la voir s'échouer, tu vois. T'auras toujours envie de voir les vagues. En même temps, tout ce qui relève des montagnes, par exemple, bah c'est vraiment, ça fait partie du décor. On les regarde même plus. Mais je sais qu'il y a d'autres personnes qui voient les montagnes comme un lieu sacré de la Réunion. Il y a vraiment des gens qui peuvent, enfin, ils vivent ici, hein, c'est pas des touristes. Il y a les touristes, évidemment, qui vivent de ça. Mais il y a vraiment des gens qui sont originaires de la Réunion et qui passent presque tout leur week-end dans les montagnes parce qu'ils ont besoin d'aller faire des randonnées, ils ont besoin de prendre l'air dans la nature. Et bon, c'est pas quelque chose que j'ai appris à faire et que j'ai particulièrement envie de faire aussi souvent, mais c'est drôle de voir comme certaines personnes, en fait, associent leur quotidien et ce qui est très banal, finalement, à ce côté paradisiaque de l'île, tu vois. C'est un côté paradisiaque qu'on a tendance à oublier parce qu'on est pris dans notre train-train de la vie. Et finalement, on peut pas s'empêcher de l'admirer non plus, tu vois. Et ça, tu as commencé à te rendre compte de la chance finalement de ce privilège. Tu t'en es rendu compte après ta mobilité Erasmus. Bon, à vrai dire, je m'en suis rendu compte un peu avant de partir aussi. Ouais. Enfin, c'est quoi le déclic? Le déclic, c'est je sais que je vais partir, maintenant c'est confirmé, tu vois. Et d'un coup, tu regardes tout ce qui t'entoure d'une façon différente, d'une façon beaucoup plus, posée. Parce que du coup, tu regardes ce qui t'entoure comme si ça pouvait être la dernière fois. Et puis, tu sais que ça va être tellement loin, en fait. Genre, t'as toujours été imprégné de ça au point d'en être saoulé parfois. Enfin, moi, je sais que vivre sur une île, ça n'a pas toujours été paradisiaque, surtout quand t'es ado et qu'on te dit... qu'on commence à te parler en fait de ton futur, de tes perspectives ici et de ce que tu n'as pas encore vu en fait du monde. Je sais que ça peut arriver à saouler en fait de se dire bah je suis sur une île et j'ai vu la même chose pendant presque 18 ans. Mais finalement même si t'as pas encore vu autre chose, une fois que tu sais que tu vas partir, tu regardes les choses différemment comme si d'un coup c'était sacré, comme si d'un coup c'était la plus belle chose au monde. Et t'en arrives presque à te dire ah finalement j'ai pas besoin de partir, tu vois. Je dis presque hein, parce que finalement j'ai bien voulu partir. Parce que finalement en fait ce que tu dis ça illustre tellement la chose suivante, c'est
On se rend compte de l'importance de quelque chose quand on se rend compte qu'on va la perdre ou qu'on peut la perdre. C'est exactement ça, oui. Et je pense que ça, on le voit beaucoup plus, on le sent beaucoup plus en général avec les gens autour de nous. Quand tu sais que tu vas partir, t'essayes de profiter au maximum du temps qui te reste avec ta famille, par exemple, ou avec tes animaux, tu vois. Mais c'est vrai que ça dépend de l'endroit, je pense. Mais tu vas pas forcément t'attacher à l'endroit où tu vis, où tu as vécu toute ta vie. En tout cas, je sais pas si c'est le cas pour tout le monde. Je sais pas si tout le monde avant de partir va se dire waouh, j'aurais jamais dû passer un seul trajet en voiture sans regarder cette montagne, par exemple, tu vois. C'est juste, t'es dans un mode de contemplation tellement intense que ça devient overwhelming émotionnellement, je sais pas. Je sais pas comment on dit ça. En gros, t'arrives à la saturation. Pas tellement saturation, mais ça te... T'es inhibé, quoi. Oh merde, j'arrive pas à trouver le mot. C'est en gros, t'as tellement de quelque chose que tu ressens même plus de plaisir à la voir. Non, pas tellement ça. C'est comme si t'es submergé, en fait. Constamment submergé par ces émotions-là. Donc voilà. C'est juste... tu passes tellement de temps, en fait, à ne pas valoriser ce qui t'entoure. Et puis, au final, quand tu te rends compte que tu dois commencer à les valoriser, ça en devient vite fatigant émotionnellement parce que c'est constant, en fait. C'est vraiment un état de contemplation constant. Mais finalement, est-ce que c'est pas cool d'avoir cet état de contemplation constant, d'être tout le temps en contemplation devant quelque chose en mode putain, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est cool si tu te limites à penser c'est beau, c'est beau, c'est beau. Par contre, si tu commences à penser c'est beau et je vais pleurer comme une madeleine la prochaine fois que je vais devoir partir, parce que c'est aussi des choses que je commence à prendre en compte maintenant que je suis à l'entre-deux, en fait. Maintenant, j'ai vu ce qu'il y a ailleurs, je suis revenue, donc maintenant je profite plus de ce qu'il y a ici, mais je sais que je vais repartir ou que je vais devoir repartir dans un laps de temps plus ou moins défini et c'est ça qui rend les choses beaucoup plus tristes dans un sens, tu vois. C'est quoi tes envies pour la suite? Parce que j'ai l'impression que de ce que tu me dis, tu penses peut-être éventuellement repartir. Mon projet, ce serait de faire un master en France, parce qu'il n'y a pas vraiment le master auquel j'aspire ici à La Réunion. En métropole, quoi. Oui, en métropole, oui. Alors, ça, c'est aussi une particularité, c'est que quand tu es à La Réunion, tu auras deux façons de dire la métropole, c'est la métropole et la France. Mais en même temps, si tu dis que La Réunion, c'est pas la France, les gens vont se vexer, en fait. Donc voilà. Qui est-ce qui va se vexer le plus, les métropolitains ou les Réunionnais? Les Réunionnais. Ah ouais? Ouais, les métropolitains, ils ont tendance justement à dire La Réunion. En fait, les métropolitains, j'ai comme l'impression qu'ils arrivent et ils se disent ah, c'est à nous, tu vois, plus que ah, c'est chez nous aussi, tu vois. c'est pas vraiment le même raisonnement. Ah ouais, il y a une approche différente de se dire c'est chez nous, en gros, on se sent comme à la maison, et de dire c'est à nous. Parce que au fond, c'est pas à nous, on sait que c'est pas à nous, pourtant, on le garde, quoi. C'est Genre ça. en mode on l'a volé. C'est ça, c'est exactement ça. En fait, ils viennent ici soit pour s'y installer et pour essayer de s'intégrer, et il y a aussi ceux qui viennent ici pour donc seulement pour prendre du plaisir et pour profiter un peu des ressources des Outre-mer qui en soi font partie de la France, mais qu'ils regardent d'un œil très exotique, c'est-à-dire que tout le reste de l'année, ça les intéresse pas, les Outre-mer, tu vois. Et puis quand ils ont besoin de soleil, ils reviennent. Et finalement, dans l'équation, les personnes, pour revenir à ce que tu disais, si on dit la Réunion, c'est pas la France, ceux qui vont plus le vexer, c'est les Réunionnais et Réunionnaises plutôt que les métropolitains, métropolitaines. Ouais, je pense que... Après, je pense aussi que si on dit la Réunion, c'est pas la France, un métropolitain ou une métropolitaine aura tendance à penser à... ils disent ça parce qu'ils ont une culture à eux et ils ont le droit, tu vois. Il y aura aussi ce côté de... on connaît pas vraiment leur culture spécifique, étant donné qu'ils vivent sur une île. Et donc peut-être qu'ils se sentent pas tout à fait français, tu vois. C'est vrai que tu peux toujours avoir le bénéfice du doute parce que tu sais pas vraiment comment c'est. Mais je sais pas, c'est plus les Réunionnais qui vont se vexer. Quand tu vas à La Réunion, que tu demandes à quelqu'un il est quoi,
Il va te dire je suis réunionnaise, puis je suis française, ou il va te dire je suis française, puis réunionnaise? Euh, Je t'avoue que si tu poses la question tu es quoi, les gens vont pas te répondre avec une hiérarchie. Ils vont te dire juste peut-être un mot et ça va dépendre aussi de ton rapport avec eux. Si t'es métropolitain et que tu leur poses la question t'es quoi, je pense qu'une grande majorité aura tendance à dire je suis réunionnais ou je suis créole, ce qui revient à peu près au même, à peu près. Et en revanche, si t'es un réunionnais et que tu poses la question à un réunionnais t'es quoi, là tu peux avoir 10 000 versions différentes de ce qu'il va te répondre parce que réunionnais c'est aussi plein de cultures différentes mélangées et plein de mots pour les désigner. Donc je pense que t'auras aucun des deux, t'auras ni français ni réunionnais. Parce qu'il y a quoi comme autre culture? Enfin, tu disais qu'il n'y a pas que réunionnais, il y a plein de... C'est une catégorie qui cache une autre catégorie finalement, ou plein d'autres catégories. Il y a quoi Enfin, dans le lot? dans le lot réunionnais, il y a vraiment plusieurs groupes. Les plus connus, c'est les créoles, les métropolitains, ça évidemment qu'on appelle oreilles. Il y a des légendes urbaines pour savoir pourquoi, mais bon, je sais pas trop. Et il y a les yab, c'est-à-dire les créoles blancs, des hauts, donc quand on dit les hauts, les bas, c'est la côte ou les montagnes. Il y a les malbas, je sais pas, je crois que c'est un mot créole, mais alors du coup, faudrait que je t'explique ce que c'est. C'est des descendants des Indiens, par exemple. Il y a vraiment beaucoup de groupes, en fait. Là franchement, c'est les seuls que j'ai en tête. Ah, et puis il y a les cafres aussi. Les cafres et cafrines, c'est en général... Après, un groupe ne veut pas forcément dire que tu fais partie qu'à un seul groupe. Tu peux être cafrine et être créole et être réunionnaise et être... Ouais, voilà, c'est tout. Tu vois, vu qu'on est tous mélangés, finalement, ça veut un peu rien dire, mais bon, on a tous un peu notre manière de se définir. T'as envie de faire un master, mais un master du coup dans tout ce qui va être les langues, la linguistique et plus particulièrement la traduction, parce que c'est un peu ton goal d'être traductrice, c'est ça? Ouais, enfin, en ce moment, je dis en ce moment, mais je pense que ça va se tenir au long terme si je reste avec cette mentalité-là. Je m'intéresse de plus en plus à l'interprétation. Donc, ça demande aussi de s'intéresser aux masters les plus sélectifs, en fait, d'interprétation de conférences, par exemple à Strasbourg. Et ça demande énormément de préparation. Pour les personnes qui savent pas ce que c'est exactement traduction c'est par rapport au texte, alors que l'interprétation ça va être en direct, il y aura pas de support écrit, ce sera vraiment quelqu'un parle et tu traduis en direct quoi. C'est ça? J'ai bien retenu mes cours de l'année dernière. Ouais, enfin, l'interprétation, du coup, c'est l'oral et la traduction, c'est l'écrit. Et dans l'interprétation, parfois, tu peux avoir recours un peu à l'écrit dans le sens où il y a deux types d'interprétation. Tu as l'interprétation simultanée, où là, il faut vraiment que ce soit réactif et direct. Mais il y a aussi l'interprétation, je crois que ça s'appelle consécutive. J'ai pas envie de dire de bêtises, donc franchement, si tu pouvais éviter de mettre les les mots spécifiques dans le podcast que je suis en train de dire. Compte sur moi pour les mettre. Non. Donc je crois qu'en interprétation consécutive, c'est plus, tu sais, par exemple quand tu interprètes dans le cadre d'une réunion, par exemple, entre deux entrepreneurs, tu laisses la personne parler et tu prends des notes en même temps et ensuite tu interprètes dans l'autre langue pour son interlocuteur en fait. Et là du coup t'as le support écrit mais c'est des notes que tu dois prendre mais en 1/1000 de seconde quoi. C'est quoi qui t'a mené à cette envie de faire déjà de la traduction puis de l'interprétation? Alors la traduction, je crois que c'est parce que à la base une de mes passions il y a des années, enfin quand j'ai commencé à me poser des questions sur mon futur, c'était l'écriture. Et en même temps, j'avais déjà cet amour pour l'espagnol et j'avais pas envie de lâcher en fait ces compétences linguistiques là. Donc du coup, j'ai pris la solution facile qui était la licence d'espagnol et je me suis dit si ça se trouve, la traduction qu'on va faire dans la licence, ça va me plaire et ça me donnera envie aussi de faire ça professionnellement, tu vois. Effectivement, j'ai aimé la traduction professionnelle, enfin
alors surtout grâce à ce que j'ai vu à Séville, hein, pas vraiment grâce aux licences en France. mais, mais, mais je pense que la traduction, ça reste quand même très difficile à vivre professionnellement. C'est-à-dire, t'as pas vraiment d'insertion, sauf si tu fais de la traduction spécialisée en droit ou quelque chose qui va te donner des mots de tête tous les jours, tu vois. Et la traduction littéraire, oh mon Dieu, c'est tellement fermé comme milieu, donc vaut mieux même pas que j'essaye en fait. Et l'interprétation, je me suis dit, c'est très sélectif, mais on a toujours besoin d'interprètes, tu vois. Il y aura toujours des recrutements pour ceux qui auront été sélectionnés. Et ne serait-ce que le passage de la sélection, la préparation qu'il faut que... Comment dire ? La préparation par laquelle je dois passer, je trouve que c'est beaucoup plus enrichissant, en fait, d'un point de vue personnel aussi, par rapport à mes propres limitations, par rapport à mes propres qualités, en fait, que j'aimerais améliorer. Enfin, c'est aussi beaucoup une question de développement personnel, tu vois. C'est-à-dire que pour moi, un interprète, ça représente quelqu'un que j'admire, tu vois. C'est vraiment quelqu'un capable de parler en public, capable de gérer son stress, capable de s'exprimer sur des sujets sérieux. C'est vraiment des compétences que j'aimerais développer, tu vois. C'est quoi la personne idéale que tu aimerais être ? Une personne qui n'a pas peur de regarder les gens dans les yeux, en général. Au sens premier ou au sens figuratif ? Les deux. C'est vraiment les deux, ok. Les deux. Enfin, je sais que il y a des personnes pour qui ça me pose aucun problème parce que je les connais depuis toujours, tu vois. Je les regarde dans les yeux et c'est juste le plus normal du monde. Mais parfois, je me dis, c'est grave à quel point parfois j'ai du mal à regarder dans les yeux des amis proches, alors que devrait pas y avoir de problème pour regarder quelqu'un. Enfin, j'ai des yeux, j'ai le droit de les utiliser. Pareil, dans la rue, je vois pas pourquoi je me sentirais toujours anxieuse, en fait. C'est vraiment le mot, c'est vraiment une anxiété sociale. Alors, j'ai pas envie de dire que mon anxiété sociale est vraiment un handicap, parce que je sais que ça peut vraiment être pire, bien pire. Et d'ailleurs, c'est le cas pour beaucoup de personnes. Mais je me dis quand même que je dois avoir une once d'anxiété sociale parce que j'estime qu'on ne devrait pas vivre avec la peur constante d'être observé et jugé et écouté et constamment dans l'analyse de ce qu'on dit. Alors, l'analyse de ce qu'on fait, de ce qu'on dit, c'est bien, mais pas constamment, pas au moment où tu parles, tu vois. Enfin, j'allais dire, et aussi, j'ai l'impression que c'est ne pas être constamment dans l'analyse des personnes quand c'est dans un but malveillant. Comment ça ? Enfin, j'ai l'impression que c'est un peu ça. Non, ça se trouve, je me trompe, mais j'ai l'impression que c'est ce que tu voulais dire. La peur, tu parlais de peur, et d'être dans l'analyse. Si c'est lié à une sorte de méfiance ? Ouais, de méfiance, dans le sens où je vais suranalyser l'autre, tout ce qu'il fait, dans le but de le faire tomber, c'est ça, non ? Bah, c'est ça qui est très bizarre, c'est que j'ai tendance à plus m'analyser moi-même, comme si je pouvais avoir un point de vue extérieur alors que pas du tout, plutôt que d'analyser les autres. Alors, j'aimerais analyser les autres, mais le problème, c'est que justement, j'ai trop peur de les regarder. Enfin, j'ai trop peur de les faire sentir mal à l'aise, en fait, en les regardant, de les faire sentir comme moi, je me sens constamment, tu vois. Et c'est quelque chose vraiment... Alors, j'ai tendance à utiliser beaucoup cet exemple-là quand j'en parle. C'est vraiment quelque chose que j'ai remarqué surtout entre les filles. C'est une sorte de rivalité ou de peur du jugement entre filles dans la rue. Par exemple, quand tu croises une fille dans le bus et que tu la regardes un peu trop longtemps, on a tendance à recevoir comme une réponse dans le jeu du regard qui est plus méfiante qu'autre chose, tu vois. Une réponse assez agressive, on va dire. Tu sais, un peu comme quand les enfants... je sais pas si t'as vécu ça, mais quand t'es petit et qu'il y a cette mode de... quand tu regardes un peu trop un autre enfant, il te répond qu'est-ce qu'il y a, tu veux ma photo? Tu sais, genre... ce genre de réaction-là, c'est vraiment, je crois, le genre de réaction qui a augmenté mon anxiété sociale. Parce que ça m'a vraiment appris que c'est mal de regarder les gens, c'est mal de regarder autour de toi, en fait.
Alors que c'est faux. Si tu regardes quelqu'un, c'est pas forcément parce que tu le regardes avec jugement ou avec malveillance, tu vois. Mais j'ai constamment cette peur qu'on malinterprète mes intentions ou qu'on malinterprète mon comportement en général. Et que les gens partent du postulat que tu le fais dans un esprit, encore une fois, enfin je reviens sur ce que je disais, sur un esprit malveillant, c'est-à-dire que la personne te répond tu veux ma photo en mode pourquoi tu me cherches les nouilles quoi. Ouais, c'est ça. Et après, entre filles, justement, je dis ça, t'as tendance à recevoir cette réponse-là de l'autre fille en face, quand c'est toi qui le regardes un peu trop fixement, mais quand ça t'arrive à toi, si c'est une autre fille qui te regarde de la même manière, sans sourire, parce que en même temps c'est normal, les gens ne sourient pas constamment, c'est comme si on a cette... Ah là, je m'exprime vraiment, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe là. J'arrive Tu sais, pas ça me à... fait penser, tu disais, enfin moi ça m'a fait penser à ça quand tu as dit quand tu regardes quelqu'un fixement, tu vas pas de se mettre à sourire parce que du coup j'imaginais genre deux meufs de notre âge, il y en a une qui sourit à l'autre alors qu'elles se connaissent pas, mais elle est folle. Et tu remplaces celle qui regarde l'autre par une petite grand-mère toute mignonne qui sourit à l'autre. Ça va être mignon, tu vois. C'est ça. C'est surtout entre les jeunes, c'est vrai, t'as raison. Et Parce que tu vois, j'ai une petite grand-mère qui te sourit, tu vas te mettre à sourire, tu vas pas. Mais qu'est-ce qu'elle a cette grand-mère à me regarder? Non, voilà, c'est une petite grand-mère, tu vois. c'est ça. Mais entre les jeunes, justement, on a ces deux réactions-là. C'est-à-dire que si la personne va te sourire, tu vas penser, mais elle est folle ou quoi? Et si elle ne te sourit pas et qu'elle te regarde juste, tu vas penser, mais qu'est-ce qu'elle a? Genre, Elle est folle. elle est en train de me critiquer, elle me veut du mal, genre, tu vois? On a tous un peu cette paranoïa ancrée en nous. Mais d'après toi, pourquoi on a cette paranoïa? Pourquoi est-ce que. Enfin, c'est quoi tes réponses enfin, est-ce que. Parce que si tu te poses la question, c'est qu'à un moment, tu t'es posé la question, tu y as réfléchi et tu as peut-être des. Pas des conclusions, mais des réponses provisoires. Pourquoi est-ce qu'on est dans cette paranoïa? Pourquoi tu penses qu'on est dans cette paranoïa? Euh, j'ai jamais vraiment eu la réponse. Enfin, j'en ai jamais été sûre, en tout cas. Peut-être, c'est peut-être dû au fait que, tu sais, dans la société, on nous dit souvent fixer les gens, c'est mal poli, ou euh, occupe-toi de tes affaires. Tu sais, genre, faut pas se mêler trop des affaires des gens, tu vois. Genre hyper individualiste. C'est ça. C'est vraiment une société très individualiste, et donc forcément, quand t'es amené dans un lieu public avec que des gens que tu connais pas, mais qui forcément sont amenés à croiser ton regard, t'es dans dans ce contrôle de toi-même constant pour ne pas gêner, pour ne pas paraître intrusif en fait. Et je sais pas pourquoi on a ça. Franchement, je sais pas. Ça serait tellement plus simple si on pouvait juste vivre notre vie, regarder les gens si on a envie de les regarder, et puis s'ils se demandent pourquoi on les regarde, ils nous posent la question gentiment et on leur dit gentiment la réponse. Sauf si la réponse c'est j'ai envie de te tuer, évidemment, mais ça n'arrive jamais. En général, quand tu regardes quelqu'un, c'est parce que t'es intrigué par quelque chose qu'ils sont en train de faire ou en train de porter, je sais pas, ou que tu les trouves beaux tout simplement. Et pourquoi ce serait pas plus banalisé de tout simplement leur répondre je te trouve jolie, c'est tout. Je trouve qu'on est beaucoup plus dans justement une société méfiante plutôt que bienveillante. On privilégie beaucoup plus des réactions défensives plutôt que juste complimenter un inconnu. Complimenter un inconnu, c'est devenu quelque chose de bizarre que que font les fous en fait. Si tu complimentes un inconnu dans la rue, alors déjà, si t'es un mec et que tu complimentes une fille, c'est encore plus compliqué. Ouais, genre harcèlement de rue, c'est ça. Après, je dis pas qu'il faut pas des manières pour le faire, mais c'est vrai que... c'est clair, enfin tu vois, un mec qui complimente une fille, c'est un harceleur. Un mec qui complimente un mec, c'est un PD. Une fille qui complimente un mec, elle veut du cul. Et une fille qui complimente une autre fille, c'est du faux cul, quoi. C'est ça. C'est de la jalousie. Après, je trouve que une fille qui complimente une fille, après je sais pas si c'est parce que moi, du coup, j'ai déjà eu cette réflexion-là, mais si moi, une fille me complimente dans la rue sans que je la connaisse, je trouverais ça trop chou et je me dirais enfin un peu de solidarité féminine, tu vois, parce que c'est aussi un concept qu'on défend de plus en plus, j'ai l'impression, sur les réseaux sociaux, c'est la solidarité féminine,
juste la gentillesse pour la gentillesse, tu vois. La gentillesse sans se dire la personne le fait dans un but précis, il veut quelque chose de moi, juste il est gentil parce qu'il est gentil, quoi. Il n'y a pas d'intention derrière. C'est ça. C'est désintéressé, quoi. C'est ça, mais c'est même devenu un mème aussi dans la communauté bisexuelle et lesbienne en fait, parce que on a tellement fait l'apologie de cette solidarité féminine et de cette gentillesse sans retour que on sait plus différencier du coup la gentillesse féminine et le flirt. Ah Et ouais. c'est pour ça qu'on n'arrive pas à avancer, tu vois. Ouais. Mais bon, je préfère avoir du mal à différencier le flirt de la gentillesse plutôt que de ne pas avoir de gentillesse. Parce que c'est sûr que si tu as de la gentillesse, bah, ça ouvre la conversation. Donc en effet, si c'était du flirt, bah, ça donnera une suite, quoi, dans tous les cas. Si c'était juste de la gentillesse pour de la gentillesse, bah, au moins tu auras communiqué avec quelqu'un dans ta journée, tu auras une interaction sociale. Ouais, c'est ça. Et puis le flirt n'est pas forcément quelque chose de mal en soi. C'est pas synonyme de harcèlement. Faut pas confondre les deux concepts. Bah, c'est une demande, c'est une demande de est-ce que toi aussi t'es intéressé? Et si c'est non, bah ok, on va pas plus loin. Le harcèlement, ça serait de dire t'as dit non, mais je vais quand même continuer. Exactement. Et même si tu dis non à cette demande, franchement, si quelqu'un essaye de flirter avec toi le matin, est-ce que tu te sens pas flatté? Est-ce que ça te donne pas une sorte de pêche pour le reste de la journée, même si t'as dit non? Même si la personne te plaît pas et que tu lui as dit non, quoi. C'est ça. Au moins Ça booste ton ego, en fait. Ouais, c'est ça, tu te dis bah je plais à quelqu'un, c'est cool. Exactement. Enfin bon, je dis ça, mais bon, à qui c'est arrivé? Moi, pas tant que ça, Moi non plus. malheureusement. Oh, quelle tristesse. Tout à l'heure, tu parlais de. Enfin, tu disais que tu faisais du développement personnel. Je sais pas ce que ça veut dire faire du développement personnel. En gros, je pense qu'on peut plutôt dire un travail de déconstruction de clichés que tu aurais pu recevoir et de reconstruction sur une base beaucoup plus saine, de compréhension de ton mode de fonctionnement. Ouais. Après, je sais pas si vraiment c'est quelque chose que j'ai décidé de faire ou si c'est juste quelque chose que c'est naturel en fait, parce que je pense constamment en ébullition et donc je pense constamment à ce que je pourrais faire de mieux. Je sais pas, c'est pas vraiment quelque chose que je cherchais. Après, je suis venue vers le monde du développement personnel, c'est-à-dire le contenu associé à ce monde-là, justement parce que je pensais trop à ce genre de problématiques. Mais c'est pas vraiment quelque chose que j'ai décidé de faire un jour en mode je devrais être plus axée sur la déconstruction de ma personnalité et de mes atouts et tout ça. C'est plus un jour je me suis dit c'est bizarre, j'arrive pas à faire telle chose et telle chose. Est-ce qu'il y a moyen de les faire? Et puis j'ai juste posé la question à Google. Et puis il y avait les développements personnels de plein de gens. Qu'est-ce que tu as appris de la vie? Genre un hack life, tu vois. Tu vois ce que c'est un hack life? Non. En gros, c'est un truc, tu vois, c'est une sorte de. Ça peut prendre la forme d'un conseil où, en gros, si tu veux, pendant très longtemps, tu vas chercher à faire quelque chose. Et un jour, quelqu'un va te dire, mais en fait, tu devrais essayer comme ça. Genre, j'essaie de passer par un exemple. Et en gros, l'idée, c'est que ça te fait gagner énormément de temps par rapport à comment tu faisais avant. Genre, en mode, toute ta vie, tu as eu du mal à comprendre pourquoi tu étais en colère. Un jour, quelqu'un t'a dit, bah, pose-toi, écris sur un carnet, genre, je suis en colère parce qu'il y a ça qui s'est passé. Et ah putain, ça résout tous mes problèmes. Merci, ça faisait 15 ans que je déchirais mon fauteuil à chaque fois que j'étais en colère, quoi. Ouais, c'est comme une sorte de révélation Ouais, c'est de. ça, une révélation. Une révélation que tu as eue et tu dis putain, j'ai passé tout ce temps sans savoir ça et maintenant que je le sais, c'est évident. Je réfléchis. Il y a des conseils que j'ai beaucoup aimés de personnes et que je pense qui sont vraiment très, comment dire, fondés, parce que je pense vraiment qu'ils amènent à quelque chose, mais c'est juste, j'ai pas encore trouvé le moyen de les exploiter au maximum. Comme par exemple, même si t'es timide, tu peux faire semblant de ne pas être timide et ça te facilite la vie, mais d'une manière incroyable. Parce que tu joues un rôle, tu joues le rôle de quelqu'un qui a confiance en soi. Et alors du coup, c'est ce que tu renvoies aux gens en fait. Et alors du coup, les gens, ils te parlent pas comme si t'étais un attardé, tu vois. C'est juste, ça fait du bien.
mais j'ai pas encore réussi à exploiter ça pleinement. Enfin, j'y arrive sous certains contextes, mais pas dans tous. Sinon, tout simplement, repérer ce que tu n'aimes pas chez toi et arrêter de te poser trop de questions. Tu sais, genre juste, tu te sens mal par rapport au regard des gens, fais en sorte que déjà ton regard à toi, t'aies plus rien à dire sur toi-même, tu vois. Dans le sens où le matin, quand tu sors de chez toi, tu sors et tu te dis, putain, les gens qui me regardent là en ce moment, c'est sûr qu'ils ont rien à dire, tu vois. Parce que je suis sortie, mais genre, ça peut paraître tout con, hein, mais pendant des années, je me suis dit, je m'en fous de comment je m'habille. Et puis, je me suis rendu compte que finalement, si moi-même, je suis fan de la manière dont je m'habille, je me donne la confiance en moi que finalement j'ai toujours cherché, tu vois, et j'ai pas forcément besoin de la validation des autres. Est-ce que tu as un mot pour terminer ce podcast? Ananas. Ananas, c'est le mot de la fin. Pourquoi ce mot? Je sais pas. Ok. Parce qu'en général, quand on me dit est-ce que tu as un mot, je pense à des fruits. Puis voilà. Des fruits. Ouais, à des fruits. Qu'est-ce que ça dit sur ta personnalité? En effet, si on fait une analyse freudienne, nous pouvons constater que l'ananas est le fruit du C'est tropical des déjà. cheveux en pointe. Ouais, voilà, c'est tropical. Voilà. On a l'explication. Des cheveux en pointe. Bah, tu vois, les ananas, ça a des cheveux en pointe. Ça a pas de cheveux, des ananas. Bah, tu sais, quand tu prends un ananas, t'as un ananas et sur le dessus, t'as des feuilles qui sont en pointe. Ce n'est pas des cheveux. C'est des feuilles. J'appelle ça des pics, Ok. des feuilles. Voilà. Un cactus, ce truc. Ça a aucun sens. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout ce premier épisode de Nouveau Page Blanche. J'espère que ça vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à partager ce contenu avec vos amis, vos proches pour le faire connaître. Je reviens vite vers vous, promis, avec de nouveaux épisodes et si vous ne pouvez pas attendre d'ici là, vous pouvez toujours aller écouter mes autres projets. Par exemple, j'ai un podcast qui s'appelle Entre crochets, qui s'écrit entre justement 2 crochets et qui raconte ma mobilité en Erasmus en Espagne. Sinon, j'ai une micro-fiction qui pour le moment ne comporte qu'un seul épisode et qui s'appelle Destination Plus 25. C'est un court voyage dystopique dans le temps qui vous fait découvrir le monde tel qu'il sera ou pourrait l'être dans 25 ans, parce qu'apparemment les dinosaures reviennent. Allez, je vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir tout ça. Bien évidemment, tous les liens sont en description de ce podcast. Et dernière chose, la musique que vous entendez en fond, c'est Hélène qui joue de la guitare dans un parc quand on était en Erasmus justement à Séville. Dans une partie de cet épisode que j'ai coupé au montage, je lui avais dit que je mettrais cet enregistrement spécifique dans le montage. Bon allez, je vous laisse apprécier ça et merci encore d'être là et à très vite.